Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Les ambassadeurs de la paix et plusieurs acteurs citoyens s'impliquent pour la résolution de la crise économique, sociale et politique dans notre pays. Maître Mam Adam Gueye appelle à une cohésion nationale. La Fédération des syndicats de la santé envisage de paralyser à nouveau le système sanitaire et reproche au gouvernement de n'avoir pas respecté les accords signés depuis longtemps avec les acteurs. Et puis le Front communautaire pour la sensibilisation sur l'insuffisance rénale en guerre contre les maladies non transmissibles. Ses membres ont organisé une journée de dépistage gratuite contre l'insuffisance rénale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans ce poignet de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Retenez que Moustapha Lofnak donc, a désormais un nouveau président. Le président de la République a nommé donc Moustapha K comme étant président de l'Office national de lutte contre la corruption. Autre nomination également, il s'agit celle de Birahim Seck qui a été nommé comme vice-président de l'OFNAC. Birahim Seck, un membre de la société civile, et donc le vice-président de l'OFNAC. Les membres donc de l'OFNAC également, Khadija Touba, expert en suivi et évaluation, Samba Bari, membre de la société civile, Ibrahim Fall, administration civile, Mafal Fall, magistrat, Mademba Gueye, magistrat, Abdul Aziz Daba Gueye, professeur agrégé en droit, Babacar Nyon, professeur agrégé en droit, Bira Nyon, magistrat, Mohamed Bachir Nyon, professeur agrégé de droit, et Charles Didier Gan Ngati Senior, magistrat. Donc des nominations qui ont été faites par le chef de l'État Moustapha K qui remplace donc Serigne Bassirou Gueye à la tête de l'OFNAC. Et puis parlons également de l'Assemblée nationale. Dès demain, le Premier ministre Ousmane Sonko va faire face aux députés dans le cadre de la traditionnelle question d'actualité, l'opposition, où les députés membres de l'opposition et des non-inscrits ont décidé de boycotter ce rendez-vous. Selon eux, il s'agit d'une tribune politique. L'Assemblée nationale ne doit pas jouer ce rôle. Ses opposants ont également dénoncé la façon dont les questions d'actualité ont été programmées. Selon eux, il s'agit de la prérogative de l'Assemblée nationale qui doit convoquer le Premier ministre et non l'inverse. Khadija Diouf. Les députés non inscrits et le groupe Takowalo Sénégal annoncent qu'ils boycotteront la séance de questions d'actualité prévue ce vendredi 28 novembre à l'Assemblée nationale. Ils dénoncent une dérive politique. Selon eux, le Premier ministre utilise cette séance pour sa propre communication, s'éloignant de l'esprit républicain du contrôle parlementaire. L'opposition critique également un code de conduite jugé arbitraire. Seulement 13 questions pour plus de 25 ministères, un temps de parole déséquilibré et la possibilité pour le groupe PASTEF d'enchaîner 3 questions avant tout autre groupe. Pour eux, le débat est verrouillé. À la veille de la session budgétaire, ils estiment que l'urgence est ailleurs, traiter les priorités du pays, éducation, santé, sécurité, emploi, pouvoir d'achat, et non participer à ce qu'ils qualifient de mise en scène politique. 3 raisons motivent leur décision: la convocation dictée par le Premier ministre, la transformation de l'hémicycle en tribune politique et la nécessité de répondre aux difficultés des populations. L'opposition promet d'être au premier rang lors du débat budgétaire de samedi pour défendre les préoccupations des Sénégalais. Khadija Diouf, le groupe parlementaire PASTEF, les Patriotes, a également réagi. Selon ses membres, la séance convoquée procède à l'application des dispositions des articles 104-106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permettent aux députés d'interroger le gouvernement sur tout sujet intéressant la vie nationale ou internationale dans un esprit de dialogue et de clarification, et donne d'ailleurs lieu à des réponses immédiates destinées à éclairer la représentation nationale
nationale et l'opinion publique. Le groupe parlementaire PASTEF, les patriotes, estiment que la décision de l'opposition de s'absenter ou de boycotter ce rendez-vous est une posture purement politicienne, motivée, selon PASTEF le Patriote, par le manque d'arguments et de courage devant le Premier ministre et les membres du gouvernement. Selon le groupe parlementaire PASTEF, les patriotes de l'Assemblée nationale n'est nullement fragilisé par la présence du Premier ministre, il est plutôt par la décision de certains députés de s'en écarter au moment où le pays attend de ses représentants un engagement accru et refusé donc d'être présent au prétexte de préserver l'institution. C'est en réalité se soustraire à ce qui l'a fait vivre à sa quintessence. Le débat se réclamer de la protection du Parlement tout en renonçant à y siéger ne peut convaincre personne. La responsabilité républicaine ne s'exerce pas à distance, renseigne le communiqué. Les ambassadeurs de la paix et plusieurs acteurs citoyens s'impliquent pour la résolution de la crise économique, sociale et politique dans notre pays. Selon eux, le président de la République doit assumer ses responsabilités face à la situation actuelle. Il est temps d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Neyalifal et Selemandial. Selon l'ambassadeur de la paix, face à la gravité de la situation actuelle, le président de la République doit pleinement assumer ses responsabilités vis-à-vis des citoyens. Il estime que la mise en place d'une structure permanente chargée de préserver la stabilité nationale et l'intérêt général est désormais indispensable. L'autorité principale, à savoir le président de la République, doit faire un appel à la cohésion nationale, au sursaut national, à l'unité nationale, pour que l'ensemble des énergies de ce pays soient mobilisées pour faire face à la situation, parce que les difficultés économiques et financières que nous traversons ne seront pas surmontées sans une implication active de l'ensemble des forces vives de ce pays. Malheureusement, au moment où il est nécessaire de faire un appel à la cohésion nationale, il y a un problème de cohésion au sommet de l'État. Donc c'est ça la grosse difficulté de ce pays, de la situation. Donc nous voulons intervenir pour interpeller chacun, pour inviter chacun à assumer ses responsabilités. Dans le secteur de la presse, il déplore également l'attitude du ministre de la Communication qui aurait refusé de les recevoir. Il espère toutefois que dans le cadre de cette nouvelle démarche liée à la crise actuelle, le président acceptera de les rencontrer. Parce que nous avons une expérience qui n'est pas très positive en ce qui concerne une précédente démarche relative au contentieux entre l'État et la presse. Nous avons essayé de rencontrer les autorités, notamment l'autorité de tutelle, le ministre de la Communication. Nous lui avons écrit, je lui ai parlé, et on n'a pas eu de suite. Un engagement qui vise à contribuer à la recherche de solutions face à la situation du pays. Il juge le moment opportun pour agir et placer les différents protagonistes devant leurs responsabilités, affirme le professeur Babacar Gueye. C'est notre responsabilité à nous, en tant que citoyens, interpeller leurs responsabilités et de jouer notre partition dans la recherche de solutions. Cette rencontre a aussi été une occasion de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la gravité de la situation. Souvent éclipsée par des pratiques politiciennes, les initiateurs espèrent ainsi aboutir à un plan d'action à court et moyen terme. La Fédération des syndicats de la santé mobilise les troupes pour paralyser à nouveau le système sanitaire à Touba. Ils ont tenu une assemblée générale. Les syndicats de la santé ont invité l'État à respecter les accords signés depuis quelques années. Suleiman Diomane et ses camarades déplorent la démarche du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et interpellent le président de la République pour qu'il prenne en charge leurs revendications. Gorandaklo et Marc Larcey.
En assemblée générale à Touba, les syndicats de la santé réclament le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. À cet effet, les blouses blanches entendent paralyser à nouveau le système sanitaire afin d'exiger le gouvernement à tenir ses engagements. Souleymane Djomane est le secrétaire général des syndicats de la santé. Notre but, c'est de faire avancer le système. Faire avancer le système, c'est de poser les problèmes en temps réel et les problèmes de manière concrète. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est des questions de ressources humaines. C'est des problèmes de financement de la santé. C'est des questions également de plan de carrière pour les travailleurs du secteur. C'est l'accessibilité aux médicaments et aux sources de sang pour les populations. C'est la question des urgences. C'est le recrutement des jeunes qui sont à 10 ans, 20 ans de contractualisation. Monsieur le Président, nous vous interpellons à régler ces problèmes-là. En les réglant, vous réglez le problème des Sénégalais. Concernant l'affaire de l'infirmière mise sous mandat de dépôt à Diourbel, les syndicats de la santé manifestent leur soutien et tirent à boulet rouge sur l'administration de l'hôpital régional de Diourbel. Et nous avions demandé à tous les travailleurs de l'hôpital Erluche Luquet de se mobiliser, de se mettre en tenue blanche, d'aller au tribunal, l'assister, l'accompagner, la soutenir. Et nous, en ce qui nous concerne en tant que travailleurs de la santé responsables au plus haut niveau, nous sommes là à côté d'elle. Nous battrons le macadam, nous ferons la communication et nous serons avec les travailleurs, nous serons à côté d'elle. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de syndicat, il s'agit d'un agent de santé qui est interpellé injustement. En tournée nationale pour mobiliser les troupes, les syndicats de la santé invitent le chef de l'État à réagir face à la situation des agents de santé. Gora Ndaklo, dépistage des maladies non transmissibles comme l'insuffisance rénale à l'initiative du Front communautaire pour la sensibilisation sur l'insuffisance rénale. C'est pour permettre aux citoyens de lutter efficacement contre cette pathologie. La structure veut pérenniser ses actions. Catherine Sigandour et Moussadia. 10% de la population mondiale souffre de maladies rénales, dont 5% au Sénégal. Face à cette situation alarmante, une séance de dépistage a été organisée par le Front communautaire pour la sensibilisation sur l'insuffisance rénale au Sénégal. Le professeur Abdounion, président de la Société africaine de néphrologie, revient sur les réalités du terrain. Un véritable problème de santé publique mondiale. Il faut savoir que 10% de la population mondiale souffre de maladies rénales. Ça fait environ 850 millions de personnes dans le monde. Quand on le projette au Sénégal, sur les 20 millions de Sénégalais, nous avons au moins 5% de la population qui souffre de maladies rénales. Alors, mais la situation la plus inquiétante et qu'on voit le plus souvent, c'est le désespoir. Pour ce dernier, beaucoup de patients auraient pu être sauvés s'il y avait les moyens nécessaires, notamment un meilleur accès à la dialyse. Des Sénégalais qui vivent grâce à la dialyse. Aujourd'hui, il y a une cohorte de 1000 personnes qui sont prises en charge dans les hôpitaux publics pour la dialyse et environ 500 qui sont dans le privé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait dû avoir au moins 20 000 personnes. Cela veut dire qu'il y a au moins près de 15 000 patients qui auraient pu être sauvés si on avait les moyens. Il rappelle également qu'un médicament capable de ralentir l'évolution de la maladie de 15 à 20 ans existe, même si son accessibilité demeure limitée. On a aujourd'hui des médicaments capables de ralentir la progression de la maladie. Là où vous aurez dû avoir une insuffisance rénale après 1 an avec la maladie, on peut retarder la maladie de 15 à 20 ans. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand on sait qu'un an de traitement coûte 12 millions, 1 an de traitement en dialyse c'est 12 millions, 10 ans de traitement c'est 100 millions. Ça veut dire que si on vous donne un médicament qui retarde la dialyse de 10 ans, on aura économisé 100 millions pour la société.
L'insuffisance rénale constitue aujourd'hui une véritable urgence silencieuse au Sénégal. Selon les données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, environ 5 à 7% de la population adulte sénégalaise serait atteinte d'insuffisance rénale chronique, soit près de 700 000 personnes à risque à l'échelle nationale. Chaque année, plus de 2000 nouveaux cas sont enregistrés, la majorité étant diagnostiquée à un stade avancé, nécessitant une prise en charge lourde, notamment par dialyse. Catherine Sigandour, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, magnifie l'initiative selon Ibrahim Sy. Il faut renforcer la sensibilisation pour prévenir cette maladie. Il réitère la volonté de l'État d'accompagner les structures de santé et les malades dans la prise en charge. Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, que je vous propose d'écouter. La rencontre de ce matin est pour nous un événement plus qu'important, car nous donnant l'occasion d'aborder un problème majeur de santé publique, l'insuffisance rénale. Mesdames, Messieurs, l'insuffisance rénale représente aujourd'hui une menace sanitaire majeure pour notre pays. Les données nationales disponibles révèlent que 5 à 7% de la population adulte sénégalaise vit avec une atteinte rénale chronique, soit environ 700 000 personnes à risque. Chaque année, ce sont plus de 2000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chronique au stade terminal qui sont diagnostiqués et qui ont besoin de dialyse. Malgré les efforts de l'État, avec plus de 1000 malades dialysés, dans 27 centres d'hémodialysés et 6 unités de dialyse péritonéale sur l'ensemble du territoire national avec un coût de 6 milliards de francs CFA par an, nous constatons que l'offre reste encore inférieure à la demande. Lors de sa dernière assemblée générale à Genève, l'Organisation mondiale de la santé a inclus les maladies rénales au rang de priorité mondiale, car elles touchent près de 1 milliard de personnes dans le monde avec une lourde mortalité qui va passer de la 11e place à la 5e place d'ici 2030. C'est pourquoi la principale recommandation de l'OMS est la prévention, en passant par le changement de comportement alimentaire, hygiène de vie, et surtout par la détection précoce pour une diminution de la progression de la maladie rénale. Le bilan est tragique. Kaolack a enregistré cette année 28 accidents mortels sur les routes du territoire régional. C'est selon le chef du pôle centre de l'ANASER. Face à cette situation alarmante, les autorités ont annoncé l'intensification des mesures préventives avec l'objectif de réduire de moitié le nombre d'accidents de la route d'ici 2030. As Malik Ba est le chef du pôle centre de l'ANASER. Il est au micro de Sekou Diallo et d'Astombaye. C'était une journée de commémoration dédiée carrément aux victimes des blessés de la route. Et comme le thème de cette année, ce sont les talents perdus, donc du coup, c'était l'occasion de pouvoir, dans un premier temps, faire tout ce qui va avec les statistiques des accidents de la route dans la région de Kaolack. La BNSP a eu l'occasion de pouvoir tout présenter par rapport aux statistiques de cette année en cours. Comme l'année n'est pas encore terminée, on a eu à faire une communiqué sur les statistiques de janvier au mois de novembre. Il y a aussi le médecin que je salue au passage, le médecin urgentiste, Dr Jay, qui a eu à faire une communication sur tout ce qui va avec l'accompagnement hospitalier du trauma. Et il y a eu une troisième intervention qui va au-delà de l'aspect social, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'assistance psychosociale du blessé après l'accident. Les blessés se comptent à coup de milliers. Je pense qu'il y a eu 28 morts qui ont été détectés par la BNSP et les 28 décédés durant cette année, bon, sont toujours quelque chose qu'on pouvait éviter. Mais
naturellement, les accidents de la route sont d'une fatalité. On ne fait que pouvoir diminuer le niveau d'accident. À Rufisque, les acteurs culturels se sont donné rendez-vous à la mairie pour un atelier de 2 jours. Cette démarche participative vise à associer l'ensemble des acteurs culturels, institutionnels et communautaires pour élaborer une politique culturelle pour la ville. Il s'agit de définir les orientations relatives au fonctionnement de la maison des arts Mbaye Madjaga. Voici les explications du docteur Omar Sissé, maire de la ville de Rufisque, au micro de Babacar Seck. Rufisque a été une ville de culture. Aujourd'hui, potentiellement, elle est une ville de culture. Je le répète tout le temps, la plupart de ceux qui rayonnent sur le plan culturel au niveau du pays et même en dehors sont des Rufisquois. Mais malheureusement, au niveau de la ville, on n'avait pas un référentiel qui permettait d'accomplir toutes ces réalisations au niveau culturel, mais de façon concertée, de façon convergente, pour ramener Rufisque sur ce piédestal. Parce que Rufisque, dans le passé, a été une ville de culture. Elle a marqué la culture au niveau du Sénégal. Dans cette phase de renaissance, nous avons compris que l'un des instruments les plus essentiels, c'est la culture pour ancrer Rufisque dans cette phase de renaissance. Certains diront même que le fondement de la renaissance sera la culture. Donc, vous comprenez pourquoi nous avons été, tout le bureau municipal, représentant tout le conseil municipal et des présidents de commission, témoins de cet événement, marquant le démarrage des 2 jours d'atelier pour formuler une politique culturelle inclusive, audacieuse, ambitieuse, concertée et très structurée pour la ville de Rufisque. De féliciter aussi le directeur de la Maison des Arts, parce que l'un des objectifs de cet atelier, c'est aussi de nous aider dans cette politique culturelle à nous définir quel va être le contenu de la Maison des Arts réelle. Que ferons-nous? Nous avons des idées, nous en tant qu'institution municipale. Mais il est important que les acteurs culturels eux-mêmes nous disent comment utiliser la Maison des Arts, que faire avec la Maison des Arts, comment accompagner les créateurs. Un mot dans l'actualité internationale en Guinée, Bissau Umaro Sissoko Mbalo n'est plus président de la République. Il a été renversé par les militaires à 24 heures avant la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. D'ailleurs, les militaires, le général Horta et le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau, il a prêté serment ce matin. Retour sur ces derniers 48 heures mouvementées du côté de la Guinée-Bissau avec Tidjansi. Le renversement d'Umaro Sissoko Mbalo est à la suspension de la Constitution. Ancien commandant de la garde nationale puis chef de cabinet de la présidence, avant d'être nommé chef d'état-major de l'armée de terre, Horta Inta arrive au pouvoir porté par une hiérarchie militaire qui justifie son intervention par la nécessité de prévenir ce qu'elle décrit comme des menaces graves contre la démocratie, l'ordre public et la stabilité politique. Selon l'armée, les derniers événements dont les autorités militaires n'ont pas encore fourni la version détaillée auraient mis en péril la survie même des institutions de l'État. Dans son discours d'investiture, le nouveau président de la transition a promis de lutter contre les réseaux de trafic de drogue et la corruption qui mine l'État et a appelé les acteurs. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent de suivre le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans notre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui reçoit donc ce soir le directeur général du centre hospitalier Abass Ndao, professeur Demba Diédhiou, médecin endocrinologue et diabétologue. Vous l'avez compris, vous en parlez, le diabète, du centre hospitalier Abass Ndao, mais également de sa vision pour ce centre et d'autres sujets. A tout de suite.